Bah, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous présente Jean-Pierre Dionnet. Bonjour, alors ça me fait bizarre parce que mon interlocuteur avec qui je viens de bavarder le temps d'un déjeuner, nous avons pile 50 ans d'écart, ce qui ne nous rajeunit pas. Voilà. Oui, oui, c'est mon anniversaire demain. Bon, alors, Jean-Pierre, pour te présenter, tu as une vie bien remplie et tu as écrit tes mémoires. Donc, à la fin, tu meurs pas. Donc, déjà, sans spoiler. Tu as été un des fondateurs de Métal Hurlant, après avoir été collaborateur de Pilote. Au début des années 80, tu as changé de vie. Tu es devenu journaliste pour Canal+. Puis, tu t'es lancé dans la distribution de films. Toujours en maintenant une activité de journaliste en participant à beaucoup d'émissions. Oui, oui, on va résumer donc encore plus vite. Donc, je suis fanzineux d'abord, c'est-à-dire que je travaille dans des revues parfois renéotées, parfois imprimées, forcément pas payées, jusqu'à à peu près l'âge de 30 ans. Ce qui est assez long, mais j'ai un métier à côté, je bosse aux puces, et puis dans une boutique toute petite qui s'appelle Futuropolis, qui va devenir plus grande et qui va devenir une maison d'édition. Je suis un pilote, je suis un métal hurlant. Métal hurlant va provoquer une réaction d'une jeune chaîne, non, d'abord d'une vieille chaîne, mais qui veut changer, parce que le patron Pierre Desgroupes pense qu'après 22h30, comme il n'y a que des documentaires sur le Macareux à Col Doré et la Camargue, peut-être qu'on pourrait avoir un public à 22h30 pour autre chose. Et on va fonder avec Decaune, Bureau et les autres, et mon complice Philippe Manœuvre, qui était déjà de l'aventure métal, les Enfants du Rock, en arrivant pile à la période où arrivent de nouveaux artistes comme Prince ou Michael Jackson, en même temps que d'autres du passé. En même temps, ça va se chevaucher avec l'arrivée du punk, un peu plus tard, non, en même temps, parce qu'on en a un peu marre du rock symphonique où maintenant il y a toujours le grand orchestre de la BBC derrière les Who. En même temps, c'est l'arrivée du rap avec Run DMC, Sugar Hill Gang. En même temps, je participe tous les soirs, ça va durer un an, à une radio qui s'appelle La Voix du Lézard, de 22h à 24h, pour passer des disques ou inviter des copains comme qui s'invitent tout seuls d'ailleurs, comme Gainsbourg, ou les Rita Mitsuko, ou les Run DMC, qui font des lives à la radio, sous le forum des Halles. Après, ça s'appellera Skyrock. Ensuite, ça arrive dans ces métiers, tout va s'écrouler. Je vais arrêter là et le reste va s'arrêter aussi. Ça arrive dans ces métiers-là. Le téléphone va arrêter de sonner. Alors, heureusement que j'écris mes mémoires parce que j'avais un collaborateur qui s'appelle Kilien, qui lui connaît ma vie. Alors que moi, je suis comme tous les gens qui l'ont vécu. Je dis après, j'ai dû passer 5 ans en pyjama. Il me dit impossible. Un an après, vous étiez à l'écho des savanes. Ah oui, zut, j'avais oublié que j'avais participé à l'écho des savanes. Euh, Autant de Mandrika, Gottlieb et Bretéché parce qu'ils avaient besoin de plus de dessinateurs pour faire le journal. Et j'y reviens pendant un an et demi, mais ça ne me plaît pas. Parce que faire un journal, je sais faire, et je m'aperçois qu'en fait, ce que voudrait l'écho des savanes, c'est récupérer les stars de métal, comme Margerin ou Chaland ou d'autres. Et moi, je croyais que j'étais là pour trouver de nouveaux dessinateurs. Gros malentendu, donc je vais repartir. Là, il y aura encore un an et demi en pyjama. Je croiserai Pierre Lescure, qui était mon patron aux Enfants du Rock, et qui me dira un jour à Saint-Tropez, chez Sénéquier, le fameux café à la mode, qui me dira, bon voilà, on lance une chaîne qui s'appelle Canal+. Est-ce que tu aurais une idée? Je dis, bah oui, j'en ai une toute simple, hein. Je lui dis, j'étais un jour au bord de la rivière Tennessee, devant le bateau de Willie Nelson à côté de celui de Johnny Cash et de celui de Chris Christopherson et celui de Waylon Jennings, avec le type avec une jambe de bois qui
nous visait avec son fusil. Non, 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 on est les copains de Johnny et de Willy. Ah, les mecs, je vous reconnaissais pas, j'ai failli vous tirer dessus. Bon, ça commençait bien. Et Eddie Mitchell, au bord de l'eau, parle avec son complice d'alors, Gérard Jourduy, qui est toujours son complice. Et il parle de la dernière séance. Et je lui dis, ah ouais, c'est super, tu pourrais passer aussi les grands péplums, les grands films anglais de la Hammer. Il dit, ah ça m'intéresse pas, moi. C'est Amérique, Amérique. Alors je dis, bon, ok. Donc je dis à l'excuse, voilà, ce que je veux faire, c'est du cinéma de quartier, te passer des films qu'on n'a pas vus depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors je vous dis tout de suite le cas le plus extrême, c'est que dans les films que je vais passer, ça sera tard dans le cinéma de quartier, c'est quand j'aurai fait le tour de l'horreur, du fantastique, du western spaghetti, je me dirais, tiens, il y a un film, j'ai l'impression qu'on ne le voit plus beaucoup. Alors même qu'il y avait la séquence du spectateur encore, donc on avait dans notre tête le souvenir d'une séquence célèbre dans une cuisine où on boit. Et j'ai le téléphone de Georges Lautner, et je l'appelle et je lui dis, bon, qui a les droits de votre film? Ça deviendra ton film, Les Tontons Flingueurs. Il dit, ah oui, ça m'intéresserait qu'il passe, ça fait 30 ans qu'il n'est pas passé. Waouh! Donc, je fais cinéma de quartier. Derrière cinéma de quartier, je vais faire Quartier Interdit. Ça durera moins longtemps, parce que Quartier Interdit, c'est vraiment les films... c'est des films un peu durs, des fois, quand même. Hein. La dernière maison sur la gauche ou Salaud, c'est limite. Mais on n'aura pas de plainte. On n'aura pas de plainte, mais les films extrêmes, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, à ce moment-là, les Lescure et De Grève vont partir. Mais je reviens. Donc, Pierre Lescure me dit, ton idée est excellente, mais là, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Parce que nous voulons être la chaîne du cinéma frais. Nous voulons prouver que nous avons tous les films 6 mois après leur sortie. Donc, dans 2 ans, on peut faire cinéma de quartier, mais là, maintenant, non. Alors, je comprends, non. Et 2 ans plus tard, il m'appelle, il me dit, cinéma de quartier, on commence en septembre. Je suis au mois de juillet. Il dit, tu vas acheter les films, puis tu vas nous les revendre, et ta liberté absolue. Je dis septembre, oui. Et c'est une époque bizarre, parce que comme les gens ne sont pas habitués à vendre aux télé les vieux films qu'ils n'ont pas vendus depuis des siècles, souvent ils n'ont pas de copie. Je vais y arriver. Donc je vais faire cinéma de quartier. Et puis, je pars en vacances à Bali. Au retour de Bali, je me dis, je vais passer par Hong Kong pour voir le bar de Suzy Wong, pour voir celui de James Bond. J'arrive à Hong Kong. Wow, je tombe sur une ville dont je tombe amoureux, les metteurs en scène, les acteurs et tout. Je vais tous les croiser parce que c'est tout petit Hong Kong, hein, c'est Monaco. Donc vous tombez forcément sur tout le monde. Et je vais commencer à importer des films de Hong Kong avec Studio Canal. Et puis après, je me dis, tant qu'à faire. Non, on ne dit pas tant qu'à faire, c'est pas français, comme dirait Vialat, qui est un voisin. Hein. On dit à tant faire. Mais maintenant, cher Alexandre, on ne lit plus ni l'un ni l'autre. Toujours est-il que donc, je vais passer par le Japon. Et là, je vais tomber sur des films, les mêmes que tout le monde, hein, Kurosawa et tout. Et puis, je vais aller au marché des voleurs un jour. Il y a un marché des voleurs, comme dans beaucoup de pays du monde, pour acheter des valises pas chères. Il ne faut pas demander de la garantie derrière, quand même. Et je vais acheter 2 cassettes. Une d'un film qui s'appelle Totoro, mais c'est pas écrit, c'est écrit en japonais, et une autre qui s'appelle Sonatine. Et je vais aller voir l'ayant droit japonais, et il va me dire, c'est pas pour vous. Je dis, c'est pas pour moi, pourquoi? Pardon, excusez-moi. C'est pas pour vous parce que c'est pas pour l'Occident, c'est pour nous. Ok. Je vais mettre du temps à les convaincre de me vendre Miyazaki, de me vendre que je perdrai après parce que la souris Mickey va gagner. La souris gagne toujours. Et puis, je vais rencontrer Takashi Miike, je vais rencontrer Tsukamoto, qui a fait son Tetsuo. Je vais revoir, parce qu'on se connaissait déjà, puisqu'il était un enfant de métal Otomo, donc je suis à l'aise là-bas. Et puis le voyage suivant, je me dis, je vais passer par la Corée. Et paf, je tombe au moment où tout le monde arrive en Corée. Et je ramène des films coréens. Ça va durer un certain temps, 3 ou 4 ans. Après, je vais continuer chez Pathé. Studio Canal, c'était super bien passé. Pathé, un peu moins bien, parce qu'il trouvait que mes films, on n'y comprenait rien.
Alors, je suis embêté parce que quand ils me disent on va solder directement Barking Dog Never Bite de Bong Joon-ho, je dis bon ben moi je vais me solder aussi, je vais partir. Et là, cette année, quand j'ai vu que le même metteur en scène avait la Palme d'Or 25 ans après, je me suis dit c'est plus moi, mais on a gagné. Et puis après ça, je vais pas faire grand-chose. Je vais revenir à la bande dessinée un peu avec une série éphémère qui s'appelle Des dieux et des hommes. Je vais participer, et ça me gonfle énormément, à plusieurs bouquins sur Métal Hurlant, parce qu'à cette époque, je suis pas prêt à affronter le passé, surtout quand ça a été la meilleure période de ma vie. Donc il y aura le bouquin chez Noël, Métal Hurlant, la machine à rêver. Il y aura après le bouquin de Leclerc sur la bande dessinée fait sa révolution. Après, on va rééditer Rose Profond, bouquin qui était passé inaperçu, bouquin pornographique sur les Mickey, il faut être très clair, que je revendique comme tel. Oui, le viol de Mickey par Minnie, en gros, mais j'y vois pas du tout de la perversion, j'y vois un regard frais sur le monde des Mickey, où on s'est toujours demandé un peu quelle était leur vie intime, hein, sachant que le metteur en scène de Donald, lui, avait commencé par de l'érotisme, Karl Barks, avant de faire une Daisy que je trouve personnellement assez aguicheuse. Et puis ensuite c'est très frais, très récent. Je me dis, je vais faire mon livre ultime sur l'art. Alors tous les arts mélangés, le cinéma, la bande dessinée, la littérature et la poésie quand ça se rencontre, les conjonctions qu'il peut y avoir entre William Blake et Jack Kirby, elles sont réelles. Les premiers monochromes que j'ai découverts dans le Jura. Il y a des monochromes bleus, jaunes, noirs et même un tableau retourné fait entre 1820 et 1850. La deuxième génération des monochromes, autour des utistes d'Alphonse Allais, qui a lieu autour de 1900. Avec, oui, c'était pas politiquement correct, un tableau noir qui s'appelle Combat de nègres dans un tunnel. Et puis, je vais à ce moment-là arriver sur les monochromes de Yves Klein et des autres, sachant que, par exemple, le carré rouge sur fond rouge, il a été fait par Gustave Doré dans la bande dessinée Les Russes, et après par Malevich. Donc, si vous voulez, j'essaie de raconter comme quoi il y a des raccourcis dans l'art qui ne sont pas chronologiques, qu'on peut réinventer l'eau chaude plusieurs fois, que certains artistes qui ne se connaissaient pas ont fait la même chose au même moment. Enfin, ces mystères qui sont ceux de la création. Et je pars pour ce grand projet, immense d'ailleurs, et je pars pour 3 ans, un peu de galère. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'arrive pas à le boucler parce que j'ai sans arrêt des chapitres qui s'ajoutent. J'en arrive à en avoir 2000 pages. Et puis que, hélas, je découvre progressivement que, suite à une loi qui a été votée à cause de Tintin et de Hergé, le droit de citation est devenu très étroit. Donc, bon, je continue. Le droit de citation est devenu très étroit, alors il va falloir payer pour toutes ces images. Et je commence à noter la facture. Ça commence à monter. En même temps, je me rends compte que le bouquin que j'ai fait, je vous ai raconté des bons morceaux, mais il y en a d'autres qui ne sont pas terribles. Hein. En même temps, il y a d'autres choses dont d'autres ont parlé entre-temps. En même temps, il y a des trucs que je savais, dont je découvre en fouillant, qu'ils ne sont pas vrais. Alors, je ne sais pas, par exemple, quand j'apprends que Beckett voulait être l'assistant de Ernie Bush-Miller, le dessinateur de Arthur et Zoé, je trouve ça génial. Je me rends sur place, je vérifie, ça ne va pas être possible. En fait, c'est un canular monté, très habile, avec des lettres, des échanges, et Beckett n'a jamais voulu la place de Ernie Bush-Miller, et on ne sait même pas s'il a connu Arthur et Zoé. Donc, je suis un peu désespéré, parce que c'est la première fois que je me trouve non pas devant la page blanche, mais devant le bottin de téléphone illisible. Alors je me dis, je vais le mettre... Alors j'ai un éditeur qui s'appelle Hors Collection, qui est l'éditeur de ce livre, et ça fait 3 ans qu'il me dit, alors cet été, le 15 juillet, on aura la machine à rêver. Ça s'appelle la machine à rêver. Depuis, le titre a été pris par les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs et la machine à rêver.
Et rien ne se perd dans ce monde. Et je lui dis, oui, mais en juillet. Et puis le temps passe et je dis, ce sera plutôt pour décembre. Et puis l'été suivant, je dis au mois de juillet, oui, oui. Au bout de 3 ans, l'éditeur commence à comprendre qu'il y a un vrai problème. Et il me dit, est-ce que ça sera prêt pour le juillet prochain? Et je dis, là, ce que j'ai fait, c'est un peu à mettre à la poubelle. Donc, peut-être pas. Alors, mon éditeur me dit, pourquoi pas tes mémoires? Je dis, parce que moi, j'ai pas envie de faire mes mémoires. C'est remuer le passé. Je pense que c'est agréable et désagréable à la fois, parce qu'on on retourne au passé. Et si je te mets un type qui s'appelle Christophe Quilien, qui vient t'accoucher toutes les semaines, 2 jours par semaine, tous les après-midi, jusqu'à ce que le livre soit fini. Je rencontre le Christophe Quilien, il me paraît fiable, ce garçon. Et je m'embarque dans Mémoires. Et voilà. Alors maintenant, par contre, du Dionnet, tant que Dieu me prête vie, vous allez en bouffer à toutes les sauces. Parce que c'est marrant, c'est la création artistique, puisqu'au départ, j'étais scénariste de bande dessinée pour Bilal, pour Pyrrhus, même pour Moebius et Druillet, dans des planches qu'on retrouvera un de ces jours, mais plus tard chez Dargaud. Je me rends compte que la création, c'est un peu comme les pompes qu'on a à la campagne. S'il faut mettre de l'eau pour amorcer, et puis dès qu'on amorce, il y a l'eau qui monte du puits. Alors ça y est, le puits est plein. Maintenant, j'ai plus besoin d'amorcer, donc j'ai plein de projets derrière, parce que je suis revenu à la vie. Et je suis revenu à la vie en vous racontant Mémoires. Voilà. Et alors, Jean-Pierre, donc on en Faut pas arrive. poser de questions, la réponse dure 1 heure. Mais justement, ça me fait moins de travail. Moi, j'aime pas trop. Alors, le travail. Alors, justement, moi, donc en lisant tes mémoires, j'ai été surpris, hein, parce que, évidemment, il y a ce livre que tu n'as pas encore sorti, que tu vas sortir, je l'espère, mais du coup, il y a un récit. Alors, tu viens d'expliquer pourquoi c'est pas toi qui l'as écrit, toi qu'on appelait gratte-gratte à l'époque de Métal Hurlant, tellement tu pouvais enchaîner les mots. Et Oui, ça, c'est Moebius qui m'appelait gratte-gratte. C'est un récit de vie. Et ce récit de vie, il commence dans ton enfance, et c'est des pages extrêmement touchantes de ton enfance avec les livres dans la Creuse. Ouais, alors là, c'est écrit. C'est-à-dire qu'à la fin, je me suis dit, moi, j'ai tendance un peu, je l'ai fait avec Gall, j'ai fait avec d'autres, Jean-Claude Gall, qui continue à être vivant, même s'il nous a quittés jeunes. J'ai tendance à être un peu lyrique, un peu les violons du bal, un peu les 101 violons, même Franck Pourcel. Donc, je me suis aperçu qu'en racontant, j'étais plus sec. Et j'ai jamais aimé les mecs lyriques. Alors, c'est vrai que j'ai un côté comme ça, violon du bal, pas quand je parle. Par contre, le début du récit, oui, je l'ai écrit, parce que j'arrivais pas à le raconter. Donc, le début dans la Creuse, je me suis fait prendre un flagrant délit par Dupuis, de Dupuis et Berberian, l'autre jour, qui me dit, ouais, t'as écrit les 20 premières pages et le reste, tu l'as raconté. Je dis, comment tu sais ça? Il dit, parce que t'as le ton de l'écrit, puis après, t'as le ton du parler. Mais le ton de l'écrit, j'ai essayé quand même de ne pas vous sortir les 101 violons, d'être factuel sur effectivement le fait que j'ai grandi juste après Caire dans la Creuse, à côté d'Évaux-les-Bains, entre Évaux-les-Bains et Ausence, avec d'ailleurs mes cousins qui étaient à Clermont. Et que mes souvenirs d'enfance, comme c'était juste après-guerre, qu'il y avait encore un œuf par semaine, ticket de rationnement, on était dans la Creuse tout le temps, parce que là, on pouvait bouffer autant d'œufs qu'on voulait, et on allait chercher le lait sous la vache. Donc c'était autre chose qu'à Paris, où il fallait attendre son œuf. Donc effectivement, oui, ça commence par mon enfance, mais je crois que toutes les histoires de tout le monde commencent par leur enfance. Et après donc, ces premières années d'enfance qui semblent quand même assez heureuses. Tu parles de tes jeux dans le jardin, des BD que tu lis. T'arrives dans un pensionnat de jésuites, si je ne me trompe pas. Alors, le jésuite est l'ennemi, car j'ai grandi chez les oratoriens. Ah, purée. Alors, chez les oratoriens, on m'a appris que les jésuites étaient prêts à tout pour le but qu'ils voulaient obtenir, que les oratoriens étaient
de vrais religieux. Alors, si vous demandez j'ai des copains qui ont dans des écoles jésuites qui disent on savait bien que les oratoriens c'était n'importe quoi. Ah, je vois que ça continue l'histoire. Bon, il n'y a plus beaucoup de jésuites et d'oratoriens. Le collège de Juilly où j'ai grandi, où j'ai eu en troisième le bureau un bureau où il y avait écrit JM taillé au couteau. On m'a dit c'est Jacques Messrine qui était à ce bureau. Et oui, et donc je suis 1 an ou 2 avant Paul Naref, 3 à 4 ans après Messrine. Donc dans un collège qui, dans chacun de nos domaines, nous a bien formés. Quand j'ai dit ça au directeur du collège, prenez l'exemple de Messrine, il a réussi dans son domaine. Oui, je ne l'ai pas fait rire, hein. Mais des fois, je ne suis pas drôle du tout. Oui, non, je grandis chez les oratoriens, et là, j'ai la chance de rencontrer le premier passeur de ma vie, qui est un père blanc, qui est mort il y a 2 ans à 101 ans, qui est devenu le directeur du collège, un immense type qui avait été légionnaire avant d'être père blanc, et il voit que mes notes dégringolent. Il me convoque, il me dit « Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Dionnet ?» Je dis bah, « Il se passe un truc simple, c'est que Monsieur Scherer, que j'ai depuis la 3e, ça fait 6 mois qu'on est sur le même poème de François Villon. Moi, je suis en train de finir Huysmans en ce moment, donc je trouve qu'on va pas vite. » Il me dit « Bon, entre nous, Scherer, Monsieur Scherer est un médiocre. C'est un médiocre, mais tu dois faire ce qu'il te demande. Ça, c'est le jeu du collège. Mais en échange, que veux-tu ? Il me tutoie en plus. » Alors je lui dis, moi j'aimerais bien m'occuper du ciné-club. Alors je vais m'occuper du ciné-club et je vais faire venir tous les films que j'ai jamais vus. Je commence par Citizen Kane, c'est pas original. Et puis il me donne accès à la bibliothèque du collège, à la bibliothèque des prêtres et de tout le monde. Alors c'est très curieux ce qu'est la bibliothèque du collège. Je vais me taper tous les textes philosophiques qu'ils ont, parce qu'ils ont beaucoup de choses en philosophie, et tous les textes religieux. J'avoue être plus Sainte-Thérèse d'Avila qu'Heidegger. Mais je suis les deux, mon général. Hein. Donc, je rentre en 9e, à la maison des petits, je sors en terminale. Alors, inutile de vous dire que côté adolescence, amour adolescente, à bicyclette, et nous irons par les chemins, j'ai pas eu vraiment droit. Parce que je sortais tous les 15 jours quand j'étais pas collé. Et dans 2 années où le collège de Juilly s'expatrie en Haute-Savoie, là, on sortait tous les 3 mois. Ce qui fait que je sors du collège, je monte à Paris et je vais faire, à la demande de mes parents, une fac de droit où je vais jamais aller, parce qu'ils voulaient que je sois huissier, ou notaire. Une fac de lettres où je vais aller un petit peu, et une école de journalisme que je vais faire. De toute manière, les diplômes, je les gagne automatiquement. On est en 68, tout le monde a le diplôme. Dans toutes les écoles. On a partout. C'est même pas la peine de venir à l'examen, on a le diplôme. Et je commence à me dire qu'en fait, ma vocation, c'est pas tout ça. En fac de lettres, j'ai rencontré Jacques Guamard, dont je parle dans le livre, qui fait des études. Alors, il dirige la Sorbonne à ce moment-là. Il dirige les pages culturelles du Monde, il dirige Presse Pocket et il donne un cours sur la bande dessinée. J'y vais. Et je vois qu'on étudie un article que j'ai publié dans une revue qui s'appelle Phoenix. Donc à la fin, je vais le voir, je dis, excusez-moi, monsieur Guamard, mais ce qu'on étudie là, je suis l'auteur de l'article. Et bien alors on va se tutoyer, ça sera plus simple. Et on va devenir copain avec Guamard, qui va me commander mes premiers vrais articles, payés. Pas cher, mais payés. Et je décide, puisque je suis à Paris, de mentir à mes parents, qui en fait se rendent très très bien compte que j'y vais pas, mais font comme s'ils ne le voyaient pas. En fait, mon père, militaire de carrière, pas très présent, mais quand il est présent, formidable. Ma mère, grande lectrice, sont assez complices, ce qu'ils me diront beaucoup plus tard. Ma mère surtout, qui me l'a dit il y a encore une 15aine d'années, en se disant, comme m'avait dit le père de Tourtier, dont j'ai parlé tout à l'heure, tu as un chemin, mais ton chemin te trouvera. Alors je vais m'astreindre à un régime très simple, c'est d'essayer de lire un livre par jour, alors si possible soldé ou pas cher, de voir un film par jour, que ce soit à la cinémathèque ou sur les grands boulevards ou dans des cinémas comme le Midi Minuit qui passe un porno et un film fantastique. Le film porno, il ne me fait pas un effet fou contrairement à d'autres, mais il y a le film fantastique derrière.
et puis de lire une BD par jour, ou deux. Et tout ça va me mener à 30 ans, car entre-temps, donc, je suis passé par un stand Opus. On vend des vases galets uniquement à Pierre Cardin, je me souviens, des pavillons phonographiques. Après, à Futuropolis. Et à ce moment-là, Druyer me fait rentrer à Pilote, en me disant, tu pourrais être scénariste de BD. Je regarde autour de moi, c'est à moi qui parle. Bah ok, alors je vais faire scénariste de BD. Toute ma vie, c'est ça. À ce moment-là, je vais faire scénariste à Pilote. Goscinny me dira, mais je ne peux pas prendre tout ce que vous faites, vous devriez faire votre journal. Ça me paraît une drôle d'idée. Nikita Mandrika, qui est parti faire l'écho des savanes, me dit, viens m'aider à l'écho, à trouver des dessinateurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup à ce moment-là, des nouveaux dessinateurs. Il y a Petillon qui démarre, il y a Francis Mas, qui est en panne d'éditeur. La télé, c'est pareil. Quand j'arrive aux Enfants du Rock, qui dit, vous allez faire une émission, je ne peux pas m'empêcher 2 jours après d'aller voir Pierre Desgroupes, qui est mon patron, très comme ça, très Pierre Desgroupes, comme dans 5 colonnes à la une. Alors je dis, excusez-moi, monsieur Desgroupes, il y a 3 jours, bêtement, avec Manœuvre, on vous a dit qu'on voulait faire l'émission de télé, mais la télé, j'y connais rien, moi. Il me dit, mon jeune ami, croyez-vous que quand nous avons créé la télévision, nous savions en faire? C'est exactement ce que j'attends de vous, de faire une télé nouvelle. Et ça, jusque-là, donc, c'est à l'insu de mon plein gré que j'ai fait ces choses. C'est-à-dire que moi, personnellement, entre Livry-Gargan, où il y a notre demeure à côté de Paris, et la Creuse, il y avait pour moi un monde mystérieux là-bas. Rive gauche, avec tous ces gens qui vont au Café de Flore, qui font des livres, qui font des films, tout ça, c'était très mystérieux. J'avais l'impression que c'était un monde à part et que j'habitais à des années-lumière. Ce qui étaient des vraies années-lumière, parce que quand je vais à Pilote, je me souviens que je prends le 147A à Livry-Gargan. Ça met 3 quarts d'heure. Je change à Gare de l'Est pour aller à Pont-de-Neuilly à Pilote. Ça me fait 2h25. C'est des années-lumière. Et plus tard, je vais découvrir que ce monde-là, on peut y rentrer par effraction. Ce que j'ai fait. Alors je resterai toujours rive droite d'ailleurs parce que je trouve que rive gauche, dès que je rencontre les gens de la rive gauche, ils se connaissent tous. J'ai l'impression qu'il y a du copinage. C'est la nomenclatura littéraire. Voilà. Donc on va faire l'opposé. Et puis, bon, on aura l'inconscience de faire Métal Hurlant avec un capital de 20 000 francs, sachant que on ne peut pas faire un journal si on avait à l'époque moins de 100 000 francs d'avance. C'était techniquement impossible. Alors on va le faire, creusant un trou absolument gigantesque qui me vaudra des ennuis. Mais on va tenir jusqu'au 126 et on va lancer une génération de dessinateurs. Druyer qui existe déjà. Moebius qui s'appelle encore Gire, qui va se faire. Margerin qui n'y croit pas du tout. Qui va être notre premier succès véritable. Donc on voit arriver une horde de dessinateurs. Je vous ai dit que j'ai vu arriver une horde dans la musique. En fait, je suis toujours tombé au bon endroit, au bon moment. Pas 10 ans trop tôt, pas 5 ans trop tard. En fait, toujours un peu trop tôt par rapport aux lecteurs et aux spectateurs éventuels. Bon, le résultat, c'est que plus tard, tous ces livres se sont vendus, pas toujours à leur sortie. Jean-Pierre, dans tes mémoires, tout à l'heure, donc on était au resto, on parlait du mensonge. Dans tes mémoires, tu es hyper sincère en fait, et c'est marrant parce que tous ces gens, tu rends hommage à plusieurs personnes, tu rends hommage par exemple à Goscinny, à des passeurs. On sent que toi-même, tu as eu envie d'être un passeur, et bon, tu l'as été quoi. Mais il y a aussi il y a cette rupture au début des années 80, quand tu arrêtes Métal Hurlant et que tu passes à la télé. Et puis, il y a l'histoire de ton combat avec l'alcool aussi, c'est courageux d'en parler. Oui, enfin, c'est courageux. Je pense que quand on choisit des métiers dits artistiques, dits créatifs, et je crois que c'est général. Je ne connais pas beaucoup d'artistes vraiment heureux. Je crois qu'on a un manque quelque part, un trou, quelque chose à combler, soit par la reconnaissance, soit par être simplement publié, soit... Donc on a... Et puis on a une espèce d'antenne perchée pour
choper des choses dans le ciel. Et cette antenne, des fois, elle chope des saloperies aussi. Donc, je connais beaucoup d'artistes ou d'artistes qui sont passés par des choses pour endormir l'angoisse qui va avec l'exaltation. Je suis un peu cyclotimique, comme beaucoup d'artistes aussi. Donc, effectivement, pour la timidité, ça sera l'alcool. Parce que inviter une fille au bal, je m'y reprends à 14 fois. Après, je découvrirai le monde merveilleux de la neige, mais la neige colombienne, parce qu'on travaille plus. Bon, la cocaïne, je m'en débarrasserai assez facilement parce que ça rend fou au bout de 7-8 ans. L'alcool, par contre, ouais, ça sera un super combat parce que c'est le plus beau souvenir de ma vie. C'est-à-dire d'avoir réussi à arrêter de boire parce que je ne saurais jamais pourquoi j'ai bu, mais j'ai accepté un monde imparfait que l'alcool me permettait de gommer. Parce que puisque je vis dans le monde d'à côté, eh bien un peu égoïstement, ce monde imparfait, j'accepte comme tel et je continue mon chemin. Alors je l'ai raconté, oui, parce que c'est trop facile de gommer les mauvais côtés, c'est trop facile de... Je suis pas un ange. Par exemple, quand je passe à la télé, j'ai 30 et quelques années, je suis pas, vous avez vu, je suis pas Apollon du Belvédère, je fais pas 2,30 m, même 1,90 m. Donc, quand je passe à la télé, et que tout d'un coup, avec Sex Machine, on fait des scores d'audience et que toutes les jeunes filles me sourient, bon, j'ai 30 ans, hein, et pour l'instant, bon, pendant 2 ou 3 ans, je vais faire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire, chaque fois qu'une jolie fille me sourit, moi, je vais sourire en retour. Et je vais accumuler, alors Serge Gainsbourg, que je connais déjà, me dit que tu vas en revenir très vite, je vais accumuler 200 conquêtes faciles qui sont en fait, les filles en question, on est comme des bateaux perdus dans la nuit. C'est-à-dire qu'on va tous errer dans des nightclubs, on se retrouve tout seul à 3 heures du matin, on boit des trucs et puis le matin on se réveille et on sait qu'on ne se reverra pas. C'est en fait un souvenir moyennement agréable, même si là-dedans il y avait quelques créatures ravissantes, parce que ce n'est pas des vraies rencontres, c'est des mélanges de solitude. Et ça correspond à ces années qu'on a appelées les années Palace à Paris, c'est-à-dire qu'il y a l'alcool, plus la cocaïne, plus machin. Donc tout d'un coup, on se réveille le lendemain matin dans une maison qu'on ne connaît pas, dans une chambre qu'on n'a jamais vue, avec d'autres gens qui sont sur le canapé dans l'autre pièce. Et le soir, on recommence. Alors, je vais avoir aussi des bons côtés, hein. À une époque, on fait une bande avec le professeur Choron, pas facile, le gaillard a su en alcool, avec Roland Topor, avec Guy Pellart, avec Mastroianni, et on refait le monde jusqu'à 5 h du matin parce qu'on tient l'alcool. Et à 6 h du matin, on va prendre le petit déjeuner, et Roland, qui est mort d'un coup, après il va travailler. Il dort jamais. Et Guy Pellart dit, un jour il tombera comme un arbre. Ouais, il tombera comme un arbre, et un jour, Guy, à son tour, tombera comme un arbre. Mais c'était une jolie période. Avec, je pense à Mastroianni, qui à l'époque n'est plus avec Catherine Deneuve. Alors, on va faire un peu du gala. Il n'est plus avec Catherine Deneuve, il arrive toujours avec une jeune fille absolument ravissante. Évidemment, c'est Mastroianni. Et il s'assoit à la table, il dit, moi, c'est Marcello. Et on dit, oui, Marcello, assieds-toi, ok. Et puis, il dit, va danser, petite, va là-bas. Et j'arrive. Et puis, elle descend danser. Au bout d'une heure, un peu échevelée, elle remonte, elle dit, Marcello, tu viens danser? Elle dit, non, tu vois pas à quoi je parle là. Et je parle des choses très importantes. On refait la vie, l'amour, la mort. Et je descends tout de suite, va danser, va danser. Elle est gentille, cette petite, mais de quoi on parlait déjà? L'amour, la mort, la vie, les dessins de Buzzati, est-ce que Borges est surestimé ou pas? Je déteste Chesterton parce qu'il est catholique, me dit Topor. Guy Pellart, on parle peinture. Il parle aussi de sa vie. Il dit, ouais, moi j'ai une vie assez compliquée, parce que, avec sa voix très douce. Il me dit, tu sais, en fait, j'ai fait Jodel et Pravda, les bandes dessinées pop. Et puis après, j'ai fait The Big Room et tout ça. Mais au départ, c'était pas mon truc. Au départ, j'étais d'une grande famille belge. Mais la grande famille, tu sais, la très très grande famille. Alors à 17 ans, je suis parti, je me suis engagé dans la Légion. Et j'ai fait toute ma guerre au Cambodge, dans les unités spéciales. Waouh. Choron me l'avait dit, mais
Pellart, c'était le vrai aventurier. Alors je croise tous ces gens-là et c'est des super souvenirs. Et une fois passée cette période de frénésie où je rattrape, on dit qu'il y a le démon de midi qui fera pas 50 ans, on dit il y a ceux qui ont des amours adolescentes normales à bicyclette, comme mon copain Barou. Bah moi j'ai eu le démon de 30 ans, donc c'est rien du tout. Après, j'ai passé 2 fois le cap des 7 ans. Et puis après, j'ai trouvé ma femme pour 25. Nous irons jusqu'au bout. Eh oui. Mais si vous voulez, je vais dire quelque chose de terrible. J'ai des amis, mais j'ai toujours mis l'art et la beauté au-dessus de tout, y compris de l'amitié. C'est-à-dire que pour moi, ce qui était important, c'était les œuvres, c'est la création. Et dans quelques cas, je me suis livré à quelques amis, pas si nombreux que ça, où je me livre encore à quelques amis. Mais l'amitié et l'amour, pour moi, c'était moins important que l'art. Comme si ça voulait dire quelque chose. Je ne sais pas si l'art est utile ou nécessaire. Moi, il me semble vital. Il me semble que... Pourquoi est-ce que... Dans la Creuse, c'est pas pareil, j'ai mes ragondins. Mais pourquoi est-ce que je regardais peu les paysages, et pourquoi je regardais les paysages, je voudrais les regarder peintres. C'est très curieux. Il y a un monde réel. Pourquoi j'ai besoin d'un filtre qui est un film de John Ford qui montre Monument de Vallée, qui en fait m'a hyper déçu quand j'y suis allé. Mais ça, je crois que c'est le collège qui a fait ça. C'est-à-dire que j'ai choisi d'avoir une vie intérieure et que je suis resté dans ce monde intérieur qui est, oui, on va dire le monde du rêve. Et pour moi, je dirais le monde des symboles là-haut. Je suis assez d'accord avec Jung qui disait à la fin de sa vie les soucoupes volantes, peut-être que c'est des archétypes qui sont dans la tête de tout le monde, peut-être qu'elles existent, on ne le saura jamais. Moi non plus, je ne le saurai jamais. Je ne crois pas d'ailleurs. Même si j'ai vu des boules de feu, ça n'a rien à voir. Mais je dirais que j'ai choisi une vie dans le monde d'à côté et qu'avec le temps, autour de 50 ans, j'ai commencé à m'intéresser plus à ce monde-ci. Mais que jusque-là, mais on était tous comme ça à Métal ou à l'Écho. Hein. On était dans nos fantasmes, on n'essayait pas d'avoir des lecteurs. On essayait de raconter ce qu'on voulait raconter, de créer quelque chose de nouveau visuellement. Il n'y a qu'à la télé ensuite que j'ai découvert que oui, c'était mieux d'avoir 4 millions d'auditeurs que 0. Donc là, je vais prendre de mauvaises habitudes, mais elles ne dureront pas très longtemps. Parce que je m'aperçois qu'en fait, ce qui me plaît, c'est de choisir les films qui me plaisent. Et puis après, s'il y a des spectateurs, tant mieux, mais je n'ai pas fait là-dessus de concession. C'est pour ça que dans mes mémoires, je dis mes défauts, parce que ma qualité, en gros, bah, pour moi, elle est grande. J'en ai une, c'est que je ne me suis pas trahi. Alors, Jean-Pierre, tu nous... tu peux... Tu nous parles de beaucoup de monde. Dans ton livre, il y a tellement de gens qui traversent ton livre que, après l'avoir lu, j'ai été étonné tout à l'heure quand tu me parlais de ton amitié avec Marlon Brando, quoi. Tellement il y a de monde dans ton livre. Et pourtant, tu donnes pas du tout dans le gala, tu donnes pas du tout dans les anecdotes bizarres qui peuvent être rêvées. Il n'y a pas du tout de ça dedans. Ce qui me, en même temps que je pense, hein, ce soir, on passe l'Ange de la Vengeance. Tu présentes l'Ange de la Vengeance, et c'est vrai que par exemple, je crois que tu fais pas de chapitre dédié à Moebius, par exemple. Oui, mais il est dans tout le livre. Il est dans tout le livre, bien sûr. Mais il y a un chapitre sur Jodorowsky, c'est l'Ange exterminateur. Oui. C'est marrant ça. Bon, enfin, je voulais pas t'emmener sur Jodorowsky, même si c'est passionnant. Métal Hurlant, ça a dérangé. Tu t'es pris des procès pour diffusion d'images porno. Enfin, Attentat à la pudeur par voie de presse. Et tu es dans une génération qui s'est battue pour avoir la plus grande liberté d'expression totale. Aujourd'hui, enfin, tu te donnes pas de limite.
Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à parler de certains sujets, etc. T'en penses quoi? Bah, les chiens aboient, la caravane passe. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est à la fin d'un cycle. J'ai donc commencé avec interdiction à l'affichage, à la vente aux mineurs, à la publicité, de ça, de mes livres, de certains Métal Hurlant, de la revue Anana, la première revue de BD féministe européenne, parce qu'avant il y a eu l'Amérique avec Women Comics. Et là, je suis juste directeur de la publication, donc c'est les filles qui font le journal. J'ai pas accès du tout à la rédaction puisque je suis un garçon. Mais par contre, c'est moi le directeur responsable. Donc c'est moi qui suis convoqué par la 14e chambre correctionnelle en même temps que Choron, généralement. Et au numéro 5, qui est sur la pédophilie. C'est les filles qui ont décidé ça. Le juge me dit, Monsieur Dionnet, là, je vous mets un carton super rouge. Faites attention au suivant. Le suivant, il est sur la transsexualité et le lesbianisme. Curieusement, le juge ne va rien dire, mais quand je vois arriver la couverture du 9, avec écrit, avec 3 filles emballées dans des papiers cadeaux, quand je vois au milieu l'inceste, au milieu de la couverture, je me dis, je suis mort. Mais si je dis que c'est pas possible, on va dire que je suis un macho. Donc je laisse le truc aller, et effectivement, interdiction totale du journal. C'est la vie. Je dirais que oui, j'ai connu donc cette époque de censure gaulliste. J'ai connu, c'est sous Mitterrand, beaucoup grâce à Jacques Lang, qui va tout faire pour que la bande dessinée adulte soit acceptée. Un énorme travail que continuera Philippe Léotard pendant le peu de temps où il est ministre, car en fait c'est Philippe Léotard qui va finir de lever les interdictions. Philippe Léotard, c'est l'acteur. Son frère, le ministre, voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai croisé un peu, c'était un mec assez bien, je trouvais, et je crois qu'il avait besoin de son frère Philippe, justement. D'ailleurs, il a arrêté la politique après, parce qu'ils étaient le garant l'un de l'autre. Il y avait le fou furieux, et il y avait l'homme au carré et tout. Donc l'interdiction va être levée, après, la bande dessinée va devenir adulte, et vous avez remarqué qu'il n'y a presque plus de BD pour enfants. C'est-à-dire que les créateurs et tout, 90% des BD sont adultes. Quand il y a un truc comme Pico Bog ou autre pour les petits, je me dis maintenant le combat, ça serait de refaire des BD pour les enfants, mais très bien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc on passe par la libéralisation totale. Après, autour de 2000, on voit surgir les associations familiales autour de quelques films. Pas forcément géniaux comme Baise-moi, mais qui vont provoquer le retour de l'interdiction aux films de moins de 18 ans, sachant que pour certaines salles, ça veut dire bannissement total. Ensuite, on va voir apparaître des interdictions de plus en plus nombreuses qui sont le fait de minorités. C'est-à-dire que toutes les minorités étant opprimées défendent leur bout de gras. C'est-à-dire demande l'interdiction parce que ceci, cela, etc. Je pense par exemple qu'un film qu'on a vu à minuit, d'ailleurs si ça a été le cas, à minuit à Cannes et qui nous avait bien surpris avec Terence Stamp qui dit venez voir le film que j'ai fait et on devait voir Priscilla folle du désert. Je pense qu'un film comme ça ou La cage aux folles ne serait plus possible aujourd'hui parce qu'on dirait que c'est des parodies d'homosexuels. Donc il y a un retour de la censure au nom de toutes les minorités qui deviennent de fait une majorité. Moi, j'attends de voir ce qui se passe. Je pense qu'on va vers un durcissement de la censure, quelles que soient les raisons, parce que quelles que soient les raisons et quelles que soient les personnes qui invoquent la censure, si on l'écoute, elle revient, mais et ce qui me fait peur, c'est que généralement, quand il y a eu une très grande libéralisation, comme c'était le cas pour la bande dessinée ou le cinéma, il y a forcément après un retour de la censure, un retour de bâton. Alors, ça, c'est pas la République de Weimar et puis après Hitler. Heureusement, on n'en est pas là, il ne faut pas non plus exagérer. Mais je pense que là, on va encore durcir un peu pour notre plus grand bien, pour pas qu'on aille voir un film ultra violent qui sert à rien comme John Wick. J'ai lu ça quand même dans 4 hebdos très sérieux qui disaient enfin pourquoi tous ces morts? C'est pour rigoler. Vous rigolez avec les morts. Attendez, c'est un film d'action.
Ces mecs-là ont interdit Matrix il y a 10 ans, en disant mais ça sert à quoi ça, hein? Et puis en plus, ça donne l'impression que le monde réel, il n'est pas réel. Mais c'est très grave, ils vont plus payer leurs impôts. Donc je pense que je ne sais pas où on va. Mais je suis totalement positif, c'est-à-dire que je pense que ça va un jour se retourner dans l'autre sens, j'espère le voir, j'espère pas finir ma vie au moment où la censure sera la plus grande avec déjà des trucs comme Facebook et tout ça, on peut vous censurer parce que vous avez montré un nu de Bougreau ou même de Salvador Dali, hein. Alors, il va y avoir encore une petite montée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je les aime bien et je les déteste. Parce que n'importe quel crétin, maintenant, a un avis et il ne prend pas le temps de réfléchir. Donc, il aime ou il n'aime pas. Et quand j'annonce que Scott Walker, immense chanteur, qui avait chanté Amsterdam sur la fin de sa vie, après avoir fait bien d'autres choses, quand j'annonce qu'il est mort, je vois qu'ils appuient tous sur j'aime sur Facebook. Quelque part, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. On devrait avoir une case j'aime pas. Parce que la mort de Scott Walker, il n'y a pas de quoi être 200 à l'aimer. Alors, les réseaux sociaux, effectivement, ça a amené plein de gens qui ont dit des choses qu'ils ne disaient pas avant. Ça a amené aussi plein d'abrutis total qui racontent absolument n'importe quoi. Bon, je fais avec, hein, je fais pas sans. Mais ça aussi, c'est un passage. Et puis, je me dis, quelque part, dans les années 70, la situation était terrible. Quelque part, il y a eu l'écho. Après, on a fait métal. 2 ans après, on a envahissé l'Amérique, qui nous avait envahis pendant 40 ans. Donc, je me dis, ça peut changer demain matin. Ça ne changera pas en venant des structures. Jamais. Ça changera avec 3 coups furieux dans leur coin qui vont inventer un truc. Je ne sais pas ce qu'ils vont inventer. Je pense que je ne suis pas sûr que ça soit par Internet, mais ça peut l'être demain. Je pense que ça peut passer. On me dit la presse est morte. Je dis oui, d'une certaine manière, la presse est morte, mais qu'est-ce qui va lui succéder ? On a vu par exemple revenir les revues de bibliothèque, on a vu apparaître d'autres formes de revues. Bon, on ne sera plus jamais comme à l'époque où Pilote vendait 250 000 exemplaires par semaine. Non, c'est fini ça. D'ailleurs, la presse en général a un peu le plomb dans l'aile. Mais quelque chose d'autre vient. Alors je ne sais pas quoi, mais là-dessus, je suis peut-être un peu comme Fernandel, un peu Béat ou comme Bourvil. Je pense que cette situation, elle n'est pas faite pour durer. Et puis on verra ce qui se passe ensuite. Alors par contre, je suis pas voyante, hein. Je ne vais pas vous dire c'est dans 5 ans où on a encore 3 ans de catastrophe et la planète sera finie de réchauffer et on n'aura plus d'eau. Et en plus, il y aura un retour de la censure. Ça, j'en ai aucune idée, hein. Moi, je me voyais bien aller sur Mars. Bon, là, ils ne me prendront plus. Quoique, si, ils peuvent avoir besoin. Si, parce qu'ils auront peut-être besoin d'un vieux pour voir comment ça résiste au voyage sur Mars. Jean-Pierre, il capte pas la radio dans les. Je crois que ah oui. Alors si on va sur Mars, faut quelqu'un pour parler. Non, c'est pas ça. Je crois que va falloir trouver. C'est hyper embêtant. Quel bouquin emmener sur Mars? Parce qu'on va pas pouvoir emmener des tonnes. Quel film emmener sur Mars? Quelle bande dessinée? Ah ouais, ça c'est un vrai problème. Oh, on va se débrouiller pour avoir un petit chariot mobile à l'arrière. Petite bibliothèque avec un truc à pédale pour faire tourner les DVD, pour pas dépenser l'électricité de la base sur Sirius. Non, sérieusement, non. Par exemple, moi, j'ai toujours été fasciné par la possibilité qu'on échappe à la Terre, qu'on aille ailleurs, et c'est une possibilité qu'on change, qu'on se transforme, parce qu'on a prouvé depuis un temps qu'on était un animal très malléable. Alors, actuellement, on dit qu'on est malléable dans le mal parce qu'on fait beaucoup de conneries, je sais, mais on peut être malléable dans le bien, et peut-être que ça sera demain une grosse boîte énorme qui veut juste des terres rares, qui va mettre le pognon pour qu'on aille sur Mars et qu'on s'installe définitivement. Bon, ça ne sera pas ma génération, ça sera... je crois que le plus vieux, ça sera lui. Si sa fiancée veut, sa femme veut bien, hein. Mais il paraît qu'elle aime les pays froids, donc sur Mars elle sera servie. Non, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais,
c'est qu'on sort d'une fin de millénaire. Si vous voulez, je sais qu'on est allé sur la Lune. Et on en avait tous rêvé petit, donc à la télé, on est allé sur la Lune. Ce que je sais, c'est qu'on m'avait dit qu'à la fin du millénaire, il allait se passer un truc extraordinaire. Soit le bug, soit autre chose. Il ne s'est rien passé, hein, mais rien du tout. Bon, l'an 2000, j'ai pas vu les autoroutes blanches, j'ai pas vu les zeppelins, j'ai pas vu ce qu'on m'avait raconté petit, que je voyais au cinéma. L'an 2000, d'un coup, minuit est passé, et puis j'ai l'impression qu'on est encore dans le siècle précédent. D'ailleurs, je pense qu'on paye les dettes du siècle précédent. Donc je crois que le troisième millénaire, il va commencer bientôt, mais qu'il y a un petit décalage, que ce sera peut-être autour des enfants du millénaire. Lui, il est de 97. 91. 91, ah oui, alors il est Euh, beaucoup plus vieux que je croyais. je suis un Donc ancien. on n'a pas 50 ans d'écart, on a 43. Non, je pense que les enfants du millénaire, j'ai remarqué que par exemple, ils écoutaient moins les actualités sans intérêt, ce que j'appelle, que notre génération. C'est-à-dire que quand on leur dit le président va prononcer un discours, blablabla, pendant 8 jours, après il prononce un discours et après pendant 8 jours il y a les commentaires sur ce qu'il a voulu dire. Eux, ils s'en foutent. Donc je pense que la saturation d'informations va former une génération, pas forcément je m'en foutiste, mais pour qui ce surcroît d'informations va devenir du bruit blanc. Et je mets de l'espoir dans ce millénarisme réel, sachant que le millénarisme, comme en l'an 1000, on a d'abord annoncé quand même la fin du monde. Alors vous me direz, il y a toutes les preuves pour cette fois-ci. Mais en l'an 1000 aussi, ils avaient toutes les preuves. Et ça a failli quand même. Là, c'est plutôt la peste, etc. Donc non, c'est marrant parce que dans les années 70, on a deviné très bien le futur où on vit. C'est-à-dire les vaisseaux un peu rouillés, qui sont maintenant les poubelles autour de la Terre. On a deviné, Moebius a deviné Tokyo, le Tokyo actuel, avec 15 ans ou 20 ans d'avance. Bilal a aussi vu des choses. Donc je pense qu'on a vu jusqu'en l'an 2010, à peu près, 2015. On n'a pas vu au-delà. Ça sera d'autres de voir au-delà. Moi, je vois toutes les possibilités. Je pense que j'aimerais bien savoir où on sera, non pas demain matin, comme on me le dit tous les jours à la télé, mais dans 250 millions d'années. Ah ouais, là, ça m'intéresse. Bah, t'as pas lu Asimov Oui, mais Asimov, c'est une version, hein. Ce sont des écrivains. C'est après qu'on vérifie si ça se passe. Et quand on partirait sur la Lune, on écouterait enfin, quand on partirait sur Mars, on mettrait quelle musique? Ben, Vous écoutiez quoi? ouais, Quelle musique? c'est hyper dur parce que moi, il y a beaucoup de musique que j'aime, aussi bien classique que rock ou que variété d'ailleurs. Et emmener les disques, on emmène sur la Lune. De toute façon, ça peut se compresser énormément. Donc on peut emmener quand même énormément sur une clé USB, hein. On peut se prendre... moi, j'aurais tendance à me prendre des musiques de films. La symphonie du Nouveau Monde, qui marchera pour tous les Nouveaux Mondes. Pas mal de rock, un peu de country. Beaucoup de Charles Trenet. Mais non, j'ai de la place sur ma clé USB. Non, non, en musique, c'est pas un problème. C'est les livres qui me posent un problème, parce que j'aime pas lire sur une liseuse. Eh ben tant pis, j'irai sur une liseuse. Voilà. Bon, moi, je commence à arriver à courte question. J'en ai quand même une. Tu nous passes un film ce soir, c'est quoi? Bah, ce soir, je vous passe un film Impossible désormais, qui est le deuxième film d'Abel Ferrara, qui s'appelle L'Ange de la Vengeance, et qui fait partie d'une catégorie de films qui a fleuri autour de 72 à 75 au Japon, en Suède, en Amérique, qui s'appelle les Rape and Revenge, c'est-à-dire viol et revanche. Je résume, suite au succès prodigieux des films de vigilante comme Le Justicier dans la ville avec Bronson, où il y en a quand même eu 4, hein, dont 3 pas bons, mais comme disait Bronson, quand on veut rester le numéro 1, des fois, il faut faire des sacrifices. Sachant que le premier vigilante, c'est Batman, hein. Ah oui, bah oui, c'est Batman, c'est en BD. Donc, c'est le moment où on va faire en Amérique, dans le cas précis, Abel Ferrara débutant avec une actrice qui s'appelle Zoé Tamerlis. La fille est violée plusieurs fois. Le premier violeur est Ferrara dans le film, le metteur en scène du film. Et
elle va se venger. Ouais, je ne vous en dirai pas plus, mais Baise-moi ou Kill Bill de Tarantino, c'est la suite de ces films de Rape and Revenge. Alors, on peut les prendre comme on veut. Justement, Virginie Despentes, il voyait des films profondément féministes. Certains y voient une apologie du viol. Non, moi, je pense que c'est un constat du viol, parce qu'on ne peut pas dire que, surtout dans celui-là, c'est terrible. Mais je pense que c'était, oui, des films féministes, parce que ça avait un peu existé dans le western, mais à part ça, nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est des femmes qui prenaient leur revanche, mais comme disait Valérie Solanas, en coupant les couilles des hommes. Mais là, c'est même pas que les couilles, c'est tout. On ouvre l'estomac et tout. Donc, je trouve que c'est un cinéma, oui, problématique désormais, mais les films qui ont été faits du passé, on va pas les revoir à l'aune d'aujourd'hui. Ils ont existé un moment, et je trouve que, par exemple, c'est un film formidable, comme beaucoup de ses collègues italo-américains, qui mélange une passion pour les images christiques, les images religieuses, avec les images de sexe. Scorsese et De Palma sont pas loin. Voilà.